Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, et merci pour la fidélité. L'Afrique subsaharienne, à nouveau, théâtre de coups d'État militaires. En l'espace d'un an, 2 coups de force enregistrés. Le Mali, le 18 août 2020, et la Guinée, le 5 septembre 2021. Plus d'un observateur de s'interroger. Retour en force des vieux démons des années 80, préoccupés. Comme tant d'autres États, le Bénin suggère la révision du pacte additionnel de la CEDEAO sur la démocratie pour prévenir les putsch, mais mieux, décourager les auteurs. Plaidoyer du Bénin pour parer au putsch, la juste formule ou une fuite en avant. Le sujet en débat. Déjà en notre compagnie, un expert en gouvernance d'État et un juriste, Monsieur Eloge Francis Satadé, c'est lui qui a répondu à notre appel. Expert, il est en gouvernance d'État. Monsieur Eloge Francis Satadé, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Oh, mais c'est moi qui vous remercie. En tout cas, c'est un plaisir. En face de vous, Miguel Cueto, juriste, elle est spécialiste des droits humains. Madame Miguel Cueto, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux amis téléspectateurs, bonjour Monsieur Atali. Bonjour. Il faut répondre, merci une fois encore pour la disponibilité. Coup d'État au niveau de l'Afrique subsaharienne, ceci semble avoir renoué avec une pratique que beaucoup croyaient révolue. Mais la réalité, elle est bien là. Comment faire pour arrêter la saignée? Monsieur Atadé, vous l'avez constaté, le Bénin ne perd pas de temps. La proposition sur tapis, désormais, c'est qu'on en arrive à la révision du pacte additionnel de la CEDEAO. Oui, mais vous savez qu'il est de notoriété publique que la CEDEAO affiche des faiblesses. Les faiblesses de la CEDEAO et son impuissance à faire face aux crises qui secouent l'Afrique ces derniers temps-ci amènent les acteurs à s'interroger sur la nécessité de continuer à garder l'institution telle qu'elle ou bien d'opérer des réformes approfondies pour lui permettre de pouvoir régler les problèmes politiques surtout et permettre aux États de continuer à bénéficier de la stabilité nécessaire au développement. Alors, il faut avouer évidemment que le protocole additionnel de la CEDEAO, ce que vous appelez encore pacte additionnel, sur la démocratie et la bonne gouvernance, permet à la veille de chaque élection d'engager des missions de la CEDEAO pour venir s'enquérir des préparatifs afin d'éviter que des conflits éventuels ne viennent secouer évidemment le processus. Alors, aujourd'hui, si le Bénin anticipe ce qui est normal, pour faire des propositions afin que nous puissions aller à des réformes approfondies, c'est parce que le Bénin incarne en fait un style de réforme. Depuis que le Bénin, depuis l'avènement du président Patrice Guillaume Attalon au pouvoir, le monde entier sait qu'il y a des réformes courageusement qui ont été mises en œuvre et qui produisent tant bien que mal, même si elles sont difficiles à consommer, des résultats. Alors, le fait que le Bénin propose pour parer au push, parce que évidemment, vous savez que il est regrettable que l'Afrique soit aujourd'hui en train de faire une nouvelle expérience. Nous faisons plusieurs pas en arrière du fait de l'incapacité de la CEDEAO et de l'Union africaine à apporter des solutions aux crises qui secouent la plupart des États africains, notamment en Afrique subsaharienne. Alors, le fait qu'aujourd'hui, nous soyons en train de regretter les coups d'État qui nous embêtent depuis le Mali jusqu'à la Guinée oblige forcément à focaliser l'attention sur la situation générale de la CEDEAO, qui devait être une institution qui doit mettre en place une diplomatie préventive pour éviter que des conflits ne viennent déchirer les populations africaines. Voilà. C'est en cela que je trouve que le thème d'aujourd'hui est d'un intérêt important pour que nous puissions voir dans quelle mesure il faut mettre en place une force mixte
il faut fournir évidemment à la CEDEAO une troupe qui lui permette de pouvoir agir, mais aussi lui fournir le cadre juridique nécessaire pour cette opération et réaliser l'adhésion des chefs d'État autour des mesures consensuelles, parce qu'il faut aller à des options fortement convergentes si nous voulons vraiment sortir l'Afrique de l'ornière et faire de la démocratie évidemment un levier important, un symbole important de stabilité. Alors on reviendra sur les questions de levier, les leviers qu'on devra actionner pour espérer avoir un bon résultat. Oui, Madame Miguel Ruito, la CEDEAO, mais plus précisément son pacte additionnel, devra être revisité pour anticiper de ces actions qui n'en ont guère l'Afrique. Merci Joël. Je voudrais commencer par rappeler un certain nombre de principes que nous avons en partage dans l'espace CEDEAO. C'est des principes constitutionnels. Je veux parler notamment de la séparation des pouvoirs. Je veux parler des libertés et droits fondamentaux. Je veux parler de l'indépendance de la justice et d'un certain nombre de piliers fondamentaux, la liberté de la presse, pour ne citer que ceux-là. Et dire que ce sont des principes que chaque pays partage avec ses concitoyens, chaque État, je vais dire. Et au niveau de la CEDEAO, on a trouvé que ces principes nous sont communs. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés vers le pacte dont il est question. Et ce pacte reprécise un certain nombre de principes démocratiques. Ce pacte comporte en certaines de ces dispositions ou rappelle à l'attention des gouvernants qui, évidemment, ont la gestion même de la communauté, donc de la CEDEAO, qu'il faille, à leur niveau, d'abord respecter un certain nombre de principes. Alors, exemple, le pacte dit que aucune révision, c'est-à-dire qu'on ne doit toucher une loi électorale, on ne peut pas toucher une loi électorale dans les 6 mois avant une élection. Je prends un exemple pour vous faire juste comprendre que ce qui existe, ce qui est déjà établi en tant que norme n'est pas respecté par les chefs d'État. Nous avons vu ici et là dans différents pays, même les révisions constitutionnelles, il est dit dans le pacte qu'il faut que cela se fasse de façon consensuelle. Un certain nombre de principes ont été posés. La place de l'armée, le rôle de l'armée aussi a été défini dans ce pacte-là. Mais si on doit faire un état des lieux, aujourd'hui c'est regrettable, certes, ce qui se passe sur le continent, mais est-ce que ce sont les tests qui ont failli? Ça, c'est la question fondamentale, à mon sens, qu'il faille poser. Personnellement, je dirais non. Bien que, en certaines de leurs dispositions, les différents tests qui régissent nos communautés, je veux parler de la CEDEAO, de l'Union africaine, ont besoin d'être revus ci et là. Je crois fondamentalement que le contenu même de ces tests n'est pas déjà respecté. Commençons par là. Lorsque nous assistons à des putschs, observez un peu la scène en Guinée-Conakry. Oui. Il y a eu un putsch. Est-ce que vous avez vu la liesse populaire? Est-ce que vous avez vu à quel point les populations étaient contentes et admiratives de ces hommes en uniforme qui ont opéré ce putsch? Je crois que... Vous voulez dire que ça a un sens? Ça a un sens. Lequel? Ça a un sens. Cela signifie simplement qu'il y a eu une adhésion populaire. Si l'on s'en tient... Ce n'est pas un montage? Je ne suis pas une partisane de la thèse du complot ou de la thèse de montage. Je ne suis pas partisane de cette thèse-là. Je m'en tiens à ce que j'ai observé, ce que j'ai vu, et je peux, sur la base de ce que j'ai pu observer, de mes analyses personnelles, constater qu'il y a eu une adhésion populaire. Et ce n'est pas seulement le cas de la Guinée. Observez dans toute l'Afrique. Vous savez, oui, l'armée a un rôle à jouer. Ce rôle est défini dans le pacte. On a dit que l'armée, dans tous nos États de la CEDEAO, ont un rôle de défense du territoire national, de la défense même de l'intégrité, mais aussi de notre sécurité en tant que citoyens, citoyennes. Mais ces hommes en uniforme, quelque part, c'est des êtres humains. Ils ne sont pas dissociés de la population. Le vécu des uns et des autres dans la population
n'est pas à dissocier non plus des ressentis que ces personnes puissent avoir. Ils ont une famille, ils ont des familles, ils ont une femme, des enfants. Donc, ce qui se passe en Afrique, à mon sens, c'est que les chefs d'État qui se sont succédés à ce jour depuis 90, où on a connu, les années 80 à 90, où on a connu un ras-le-bol total sur toutes les sphères, ce qui nous a conduit à la conférence nationale. Le Bénin a été pionnier et ça a ouvert une vague de conférences nationales dans toute la région ouest africaine et africaine. Malheureusement, les principes sur lesquels nous nous sommes entendus ne sont pas respectés. Vous pensez que les gens, quel est le plaisir qu'on puisse éprouver à déstabiliser son pays, à déstabiliser sa nation? Personnellement, je me dis qu'on n'a pas, on ne peut pas éprouver du plaisir à faire cela. Mais lorsque vous observez et que vous entendez, vous lisez les cris de cœur, le ras-le-bol qui se sont fait incessants ces derniers mois sur tout le continent, il n'y a pas une réponse adéquate de la part des gouvernants dans presque tous les pays où aujourd'hui il y a instabilité. Malheureusement, lorsque c'est le cas, les uns et les autres vont, puisqu'ils estiment que leur voix n'a pas d'écho, puisqu'ils estiment qu'une minorité d'individus sait accaparer le pouvoir. Vous avez vu les révisions constitutionnelles, surtout dans les pays où cela s'est opéré. Vous avez vu les élections. Dans le pacte, dans le protocole, il est bien stipulé que les élections doivent être organisées de façon honnête, libre. Est-ce que c'est toujours ce que nous observons? Est-ce que l'inclusion que le protocole même prévoit, est-ce qu'elle est respectée? Quand vous êtes en absence du respect de tout ce qui est déjà établi comme principe par le protocole lui-même, ajouté évidemment à ce qui se passe à l'interne de chaque État, ne soyez pas étonnés qu'à un moment donné, les populations, parce que dépassées, parce que dos au mur, se tournent vers des hommes qui, qu'on le veuille ou pas, détiennent une certaine puissance, une certaine force au sein de la nation, de chaque pays. Pour avoir assuré la sécurité d'Alpha Condé, vous pouvez imaginer que c'est des gens qui maîtrisent bien son environnement sécuritaire et donc ses habitudes. Donc, parfois, les populations n'ont pas de marge de manœuvre, mais les chefs d'État, je crois qu'ils doivent pouvoir commencer par comprendre que le verre, c'est dans leur propre cours. Et c'est de là, justement, que va venir, quand on observe ce qui se passe, que vont continuer d'émerger les putschs, si rien n'est fait. Si rien n'est fait. Alors, Monsieur Attale Espérance, vous êtes la juriste, on nous demande de revisiter les instants. Est-ce que les chefs d'État ont manqué, effectivement, de jouer la juste musique qu'il faut en harmonie avec les tests existants? Et donc, qu'on pourrait encore garder les tests qu'on a aujourd'hui sur l'essentiel. Non, mais en fait, il faut avouer que je partage plus ou moins les réflexions qui ont été faites par Mme Cueto. Mais je veux faire constater en fait que la CEDEAO a été un peu complaisante dans bien des cas. Vous avez vu la situation au Togo, vous avez vu la situation avec Yaya Jammeh en Gambie, vous avez eu 2 poids 2 mesures. Quand Yaya Jammeh ne voulait pas partir, feu Marcel de Souza, qui présidait la commission, a voulu lever une troupe pour aller l'obliger à partir. Vous avez vu qu'il n'y a jamais parti. Et bien, au Togo, quand la situation s'est empirée, vous avez vu la posture adoptée par la CEDEAO. Il a semblé que la CEDEAO a encouragé, évidemment, les crises et a permis au président qui était à l'exercice de continuer à essayer. Au point qu'aujourd'hui, nous en sommes au 4e mandat au Togo. Or, la norme communautaire, c'est 2 mandats. Alors, le syndrome des 3e mandats est devenu pratiquement une option parce que la CEDEAO ne joue pas efficacement son rôle. D'où l'impérieuse nécessité d'aller aux réformes. Alors, il faut avouer que le but, en fait, poursuivi par le protocole additionnel, c'est veiller à ce que nous puissions asseoir la démocratie, l'état de droit, et veiller à ce que, effectivement, les élections démocratiques se tiennent pour que le symbole de la stabilité soit un acquis définitif. Vous savez que depuis 1990, où nous avions inauguré l'ère des démocraties libérales, on a constaté que par le Bénin est devenu, en fait, un des baromètres des grands changements intervenus sur le continent africain. Et on a vu qu'à la faveur de la démocratie, il y a une stabilité qui s'est dessinée, qui s'est en fait imposée en Afrique et qui contraste avec une période antérieure où
on a constaté que c'est des coups d'État répétitifs qui amenaient les chefs d'État au pouvoir. En fait, le coup d'État, qu'on le veuille ou non, sous tous les cieux, c'est une confiscation de l'appareil d'État en violation des normes constitutionnelles. Or, il faut trouver les mécanismes pour revenir, en fait, pour établir... Justement, ça relance une question qu'on va essayer d'apprécier ensemble, c'est de savoir pourquoi en arrive-t-on là? Et en suivant tout à l'heure la juriste, on a l'impression qu'on a quelques éléments. Et elle évoque le contenu de ce pacte additionnel de la CEDEAO, qui parle d'élections libres, transparentes, qui parle de révision consensuelle. Et on a l'impression que partout ailleurs en Afrique, de plus en plus, quand on va toucher aux lois fondamentales, ça se fait presque en vase clos. Est-ce que ça ne peut pas être des éléments que chaque État individuellement devra d'abord revisiter et la CEDEAO jouer le juste arbitre? Non, je crois évidemment qu'il faut avouer que les chefs d'État, quand ils sont dans la charge, donnent l'impression de ne pas vouloir respecter les observations, les injonctions, le dictat de la CEDEAO. Et c'est quand ils sont en difficulté qu'ils appellent la CEDEAO à la rescousse. Comme ça a été le cas, je crois, au Mali, en Guinée tout récemment. Vous avez vu le cas burkinabé. Je crois que c'est le 31 octobre 2014 que Blaise Compaoré a été contraint, suite au mouvement populaire de la jeunesse, de quitter le pouvoir. Mais ce pouvoir a dû être repris par des civils, mais malheureusement, les militaires se sont accaparés, mais par la suite, on a ramené encore un ancien élément qui était dans le dispositif de Compaoré. Je n'ai rien contre M. Kaboré, mais je constate que le Burkina aurait eu un autre homme, un autre leadership, que le Burkina serait sorti complètement de la situation qu'elle vit actuellement, parce que la situation n'est pas réluisante encore au Burkina Faso. Alors l'idéal, c'est faire en sorte que la CEDEAO, qui est en fait une institution sous-régionale, puisse permettre d'asseoir les bases réelles à travers une pédagogie pour qu'au niveau de chaque État, nous puissions apprendre à respecter les normes démocratiques, puisque ce sont elles qui permettent de sauvegarder les libertés publiques. Alors, puisque la CEDEAO est la somme des chefs d'État africains, de ces chefs qui aujourd'hui s'inquiètent de ce qui se passe, est-ce qu'on ne ferait pas aussi plus efficace en demandant à chaque chef d'État de jouer le rôle démocratique à fond? Et si, je ne sais pas, oui, l'esprit en gouvernance, allez-y d'abord. Je crois que les chefs d'État, ils sont tous conscients. Ils sont tous conscients. De ce qu'il est important que nous puissions internaliser les lois, les tests et autres. Mais quand vous les voyez dans les grandes messes, les grandes réunions de la CEDEAO, on a le sentiment qu'ils en parlent si précisément pour qu'il n'en soit jamais ainsi. Alors, vous l'avez dit qu'il y a plus de discours que d'actes, ça? Mais écoutez, l'hypocrisie existe partout. Hein. Vous avez vu ceux qui sont les défenseurs, par exemple, des causes environnementales. Quand ils vont pour les grands sommets, une fois quand ils sortent, c'est eux qui déchargent dans la nature. Puisqu'on veut faire efficace, et chaque plateau, comme je dis, c'est toujours une contribution. Est-ce que la proposition du Bénin doit être, on peut la considérer comme la meilleure formule ou on peut reconsidérer la démarche? Non, il faut souhaiter que nous puissions avoir un écho favorable. Car la position du Bénin, c'est faire en sorte qu'en amont comme en aval, on puisse respecter les normes, les observations et les injonctions. Bon, qu'on soit plus complaisant quand un État en venait à violer ou à massacrer sa population. C'est asseoir, c'est veiller à ce que la CEDEAO joue pleinement son rôle. Mais pour que la CEDEAO joue son rôle, il faut forcément qu'on lui donne les moyens juridiques, mais aussi une troupe mixte pour pouvoir intimider, inquiéter les chefs d'État qui veulent se fossiliser ou s'éterniser au pouvoir. Alors, en somme, avant de revenir une fois encore à ces paramètres, la CEDEAO peut être la solution et non chaque État pris individuellement, c'est ça? Je crois les deux. Les deux à la fois? Les deux. Ok. Oui. Si on reste dans le registre des deux, je vais demander d'abord ce que chaque État peut commencer par faire à l'étape actuelle. On va ramener la situation au Bénin pour voir s'il y a quelque chose que le Bénin peut faire. Lui qui a été tout le temps locomotive. Alors, Madame Koto, dites, la démarche, serait-ce un regard vers la CEDEAO où il faut jumeler, où il faut regarder fortement vers chaque État d'abord? Je crois que la démarche, elle peut avoir du sens. Elle peut avoir du sens dans la mesure où
on peut dire ou on peut estimer que c'est dans la recherche de solutions. Donc, c'est une démarche qui vise peut-être d'apporter une contribution pour justement endiguer le problème. Par contre, pour moi, nous sommes très mal placés, mais vraiment très très mal placés pour une telle démarche. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Nous sommes le pays de la CEDEAO. Le Bénin, vous voulez dire? Oui, le Bénin est un pays de la CEDEAO. Et au regard des normes que nous partageons, est-ce que le Bénin, ça c'est une interrogation que je lance aux personnes qui promeuvent justement cette démarche, est-ce que le Bénin est un bon élève? Alors, on va apprécier ensemble. Ça c'est une interrogation. Est-ce que le Bénin est un bon élève à tout point de vue? Relativement au contenu de ce pacte-là, relativement même à l'exécution des décisions de justice communautaire. Vous savez, c'est tellement facile de jeter la pierre à la CEDEAO, mais qui dit CEDEAO dit les chefs d'État. C'est eux qui prennent les décisions. Le contenu, ce que le protocole prescrit à la date d'aujourd'hui, pourquoi ne sommes-nous pas en mesure de respecter cela? Pourquoi lorsque un de leurs compères chefs d'État transgresse les normes, ils ne sont pas capables de lui dire la vérité? Pourquoi est-ce qu'on doit être complaisant? Est-ce parce qu'on se dit qu'un jour, peut-être qu'on se retrouverait à sa place? Vous savez, nous, on est des populations. Hein, et moi, je parle ici en toute tranquillité parce que je n'ai aucune attache politique. Et ça, je le répète à chaque fois. J'ai aucune chapelle politique. Je ne suis dans aucune obédience politique. Je n'appartiens ni au camp A ni au camp B. Moi, je suis dans la masse. Et en tant que personne de la masse, j'estime que nous, en tant que population, on souffre. Pas à cause des tests, forcément. Pourquoi est-ce que les chefs d'État pris isolément ne respectent pas les tests communautaires? Déjà, à l'interne, ils sont incapables de respecter les tests pour la plupart. Et les normes communautaires, c'est encore plus grave. Alors, est-ce que vous pensez que des gens qui sont incapables, à certains égards, de respecter les normes internes de leur pays, ensemble dans ce qu'on appelle communauté CEDEAO ou Union africaine, vous pensez que c'est là qu'ils vont respecter ça? Vous n'y croyez pas? Et moi, je n'y crois pas. Et je pense fondamentalement que si on veut, si on souhaite que les choses changent, il faut d'abord qu'à l'interne, chaque dirigeant de pays puisse se remettre en cause, puisse commencer par respecter les normes, d'abord internes et les normes communautaires. Ce ne sera que la bonne fin. Ce ne sera que la condition, à mon sens, pour que, en tant que population, on puisse croire en leur bonne initiative. Alors, on est là, comme on le dit, en exercice, contribution. Si on prend le cas du Bénin, qu'est-ce que vous auriez souhaité voir de la part de l'État béninois qui peut faire tache d'huile? Vous savez, ces dernières années, nous avons observé un certain nombre de pratiques. Pratiques qui, à mon sens, ont marché sur un certain nombre de normes communautaires. Le Bénin a été rappelé parfois, je ne vais pas dire à l'ordre, si je dis à l'ordre, on m'opposera le fait que nous soyons souverains. Mais j'aime souvent à répondre aux personnes qui parlent de souveraineté. Nous sommes souverains, certes, mais nous avons accepté d'aller en communauté. Lorsque vous allez en communauté, vous acceptez de laisser de côté une partie de votre souveraineté et vous appartenez donc à cette communauté. Et à partir de ce moment, les valeurs et principes que vous partagez dans cette communauté vous sont opposables. Alors, nous avons donc observé un certain nombre de pratiques qui ont contrasté avec les normes communautaires. Et des alertes ont été lancées. Malheureusement, rien n'y fit. Et encore une fois, le Bénin n'est pas que le seul mauvais élève. Et oui, c'est pour cela... énumérer quelques-unes des pratiques, on veut faire... Oui, nous avons touché à la loi électorale, vous le savez, je n'invente rien. Dans un délai qui contraste, mais vraiment totalement avec ce que disent les tests au niveau communautaire. Il y a eu une révision constitutionnelle. On nous dira que ça a été fait comme cela devait se faire. Mais, vous savez, les lois existent. Comme on dit toujours, on ne peut pas déconnecter les normes du contexte. Ou du contexte dans lequel
elles doivent être appliquées. Donc, de l'aspiration même des personnes à qui on les applique non plus. À partir de ce moment, c'est... Moi, ce que je dirais pour finir sur la question, c'est simplement qu'il faille que le Bénin, sur un certain nombre de tests, puisse revoir d'abord sa copie. Revoir sa copie et peut-être inciter les autres pays de la CEDEAO à faire de même. Vous avez observé en Guinée-Conakry ce qui s'est passé. Un troisième mandat, ça a été un coup de force. Quand on a suivi l'actualité dans ce pays-là, on peut estimer que cela a été un coup de force contre justement toute une population. On n'a qu'à arrêter à un moment donné de faire croire à des individus qu'ils peuvent être plus forts qu'une nation. Donc, que le peuple qui les a portés. Les chefs d'État ne viennent pas, ne sont pas des extraterrestres. C'est des gens qui émanent du peuple. Et quand on parle de démocratie, on sait. On me dira que c'est une vue de l'esprit. Moi, j'assume. Mais je reste convaincue de ce que un chef d'État, c'est d'abord un citoyen. C'est d'abord une citoyenne qui partage des valeurs d'une nation et qui se voit à un moment donné portée au pouvoir au regard peut-être d'un certain nombre de prédispositions dont il ou elle fait montre, qui donne l'illusion aux populations de ce que ce soit lui qu'il faille mettre à la place. Illusion, vous dites? Quand on suit tout ce qui se passe, parfois on a l'impression que, à des moments donnés, nous sommes en tant que population pris dans un piège de l'illusion. Dans beaucoup de pays, les populations y ont cru fortement et malheureusement à des moments donnés. Fortement, malheureusement, vous nous ramenez au Bénin. Merci. On est su, mesdames, messieurs, oui, 100% Bénin. On veut contextualiser. Le Bénin pourra-t-il redevenir un modèle? Pourquoi pas? Les chefs d'État sont en pleine réflexion. Le Bénin a donné une directive qu'on pourrait suivre. Mais est-ce qu'on peut mieux faire? Oui, c'est le nœud du débat. Alors, lorsque Mme Hueto parle d'illusion, je revois M. Condé, le grand démocrate, qualifié par la suite d'autocrate, et lui qui a dit que ce sont les gens qui ne veulent pas du développement qui parlent d'autocrate, qui n'est pas autocrate. Le Bénin, Patrice Talon, démocrate, bon teint, salué par les siens, aujourd'hui toisé par certains acteurs d'être un autocrate. Le Bénin ne serait plus en démocratie. Pensez-vous que le chef d'État béninois a aussi d'alerte à donner pour rassurer? Je crois que les regards différents que nous portons sur les chefs d'État sont justes, sont objectifs, parce qu'un chef d'État ne peut pas faire l'unanimité. Il faut le savoir. Nulle part ailleurs. Parce qu'évidemment, il peut contenter certains, et il peut offusquer d'autres, ce qui est normal. Et il y a des chefs d'État, ma foi, qui sont détestés, vilipendés jusqu'à la diabolisation. Par contre, il y en a qui sont très adulés. C'est compte tenu des options et de l'idéal qu'ils portent pour la population. Vous savez qu'Alpha Condé, pour répondre à Mme Hueto, a été un des grands acteurs en Guinée-Conakry qui a lutté contre le troisième mandat. Sinon, Lansana Conté aurait pu faire plus de mandats que ça. Et au moment où il a fait soulever la population contre Lansana faisait 14 ans de pouvoir et a fini par accepter l'option de faire simplement 2 mandats. Alors, il a fait le premier mandat et puis c'est au second mandat, je crois, il a fait 3 ans dans le second mandat quand il est décédé. Et puis, bon, par la suite, Dadis Camara est venu dans l'imbroglio. Bon, et puis Dadis a fini comme il a fini là, et puis Alpha est venu. Bon, la situation, c'est que Alpha n'aurait pas dû chercher un 3e mandat. Il faut avouer qu'il est de certain âge. Et il portait un idéal. Écoutez, c'était un ancien. Comme je disais, pour gagner en temps, en ramenant un peu les données. À 83 ans, en principe, on a acquis de la sagesse et on peut mieux faire. Il faut que les chefs d'État cessent avec le désir de la surpuissance et de l'hégémonie. Parce qu'il y en a qui croient que c'est eux seuls qui peuvent faire l'œuvre. Surpuissance et hégémonie, monsieur. Attendez, je reviens sur ma question de la même façon. Beaucoup pensent que ce virus, s'il est qualifié de virus, semble s'attaquer au chef d'État, Patrice Talon, avec toute son ambition. D'aucuns le voient comme un autre Alpha Condé qui manque un peu d'écoute de sa population. Il a fallu ce putsch pour qu'on découvre subitement en Guinée qu'il y a des prisonniers politiques, qu'il y a des exilés. Au Bénin, on entend dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, qu'il n'y a pas d'exilés non plus. Ils sont nombreux, les Béninois, bien loin de leur terre natale. Que faut-il faire? Le chef d'État a-t-il de signal à donner pour rassurer ceux qui pensent que l'homme a changé et qui se retrouvent, comme l'a dit le juriste, comme pris dans un piège?
Non, je crois évidemment que le chef d'État a donné plusieurs signaux forts pour montrer qu'il veut réaliser le consensus et puis rassembler tous les fils citoyens du Bénin autour de l'œuvre du développement. Mais ce qu'il faut souligner, en fait, qui embête et qui doit faire l'objet de grandes réflexions, c'est la posture de la CEDEAO. Vous voyez, par exemple, qu'on le veuille ou non, pour... Monsieur Attadé, est-ce que, oui, pour ramener, comme on a dit, vous avez dit c'est les deux. Je voudrais que le débat soit vraiment bénéfique pour tous. Et le Bénin, ça aussi, vous le savez, perçu hier comme modèle démocratique ne l'est plus forcément. En tout cas, pour ce que les gens disent. Et là, la question de signal revient encore. Je ne partage pas cet avis. Vous entendez les gens quand même le dire. Alors, quand ces voix, justement, un peu comme Condé, tout autour de Condé, ça se disait, les gens se trompent beaucoup. Mais quand ces voix deviennent persistantes, ne pensez-vous pas qu'il y a lieu de rectifier un peu, rassurer les gens? En fait, l'intérêt du débat d'aujourd'hui, c'est juger de la pertinence de la proposition du Bénin à l'occasion lors du sommet. En fait. C'est ça, surtout. Tout à fait. Alors, et se demander s'il ne faut pas faire autrement. Ce qu'on voit, en fait. Est-ce que la CEDEAO, qui fait injonction à Mamadi Doumbouya d'organiser la transition en 6 mois, et de déguerpir pour qu'un civil vienne la tienne. Même si, par exemple, la Guinée-Conakry avait toujours la... Mais là, vous me donnez l'impression de ne pas répondre à mes questions. Non, j'en viens. Même si la CENI était toujours là et que le fichier électoral n'était pas contesté, organiser 2 élections nationales en l'espace de 6 mois, c'est pas possible. À moins que... Ça, c'est clair. C'est pas possible. Oui. Et que la CEDEAO a dit qu'en 6 mois, il faut que tout se passe. C'est à croire, évidemment, qu'on veut créer l'impasse et contraindre les gens pour faire la frappe chirurgicale. Alors, ça n'arrange pas les choses. Je n'ai rien contre Condé, je n'ai rien contre les acteurs politiques guinéens. Vous avez vu les déclarations qui étaient faites par Sidi Touré ou Cellou Dalein Diallo, et puis bien d'autres, sur la situation en Guinée. En fait, il ne faut pas que la CEDEAO infantilise les États. Il y a ça surtout. Le problème guinéen reste d'abord un problème du peuple guinéen. Il y a le président Yassine Bépère qui avait dit, par son âme, qu'en fait, il n'y a que celui qui vit à côté du WC qui se rend compte de l'odeur puante du WC. Donc, le problème guinéen reste d'abord un problème du peuple guinéen. La CEDEAO, en fait, accompagne dans la recherche des solutions pour remettre, évidemment, la machine sur les rails. Alors, le Bénin, demeure, en fait, un modèle. Il n'y a que ces derniers temps-ci, nous avions voulu changer de paradigme en introduisant de grosses réformes qui donnent l'impression d'être difficiles à consommer et impopulaires. Alors, en portant une réforme comme celle-ci, pour permettre au protocole additionnel, au pacte additionnel de la CEDEAO, d'être mieux remembré, afin que la CEDEAO, en tant que commission, en tant que communauté, puisse permettre en fait aux États qui sont membres de pouvoir bénéficier de son appui et asseoir les bases démocratiques, respecter l'état de droit et promouvoir les droits de la personne humaine, soit une réalité. C'est que cette CEDEAO a besoin aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, d'un toilettage. Finalement, vous n'avez pas à dire ce que le Bénin peut faire à l'interne. Mais non, le Bénin fait déjà beaucoup. Le Bénin fait déjà beaucoup. Le Bénin fait beaucoup, mais il y a que dans tous les États, il y a toujours des crises. C'est notre capacité à gérer et à transcender nos différences. Merci beaucoup. Le Bénin, justement, parlant de crise aujourd'hui, politiquement, on a l'impression que ce n'est pas la calmie. Pensez-vous qu'on peut continuer comme ça? Bientôt, il y aura encore une élection. On peut évoluer comme ça et sentir peut-être qu'après, il y a quelques accrochages et appeler la CEDEAO à la rescousse avec la révision du pacte. Ça peut aller? Dans la plus meilleure démocratie possible, vous avez vu qu'il y a toujours des crises. Vous avez vu aux États-Unis. Merci beaucoup. Oui, le Bénin, en termes de contribution, oui, quel signal donner? Où ça peut déjà aller? Je le disais tout à l'heure, la réforme qui est portée par le Bénin et qui a été proposée au chef d'État de la CEDEAO, pour moi, n'est pas la bienvenue. Elle n'est pas la bienvenue parce que Condé, lorsqu'il essayait de forcer la porte pour aller vers le 3e mandat, tous les chefs d'État de la CEDEAO étaient en Afrique. Ils ont observé, ils ont suivi. Si aujourd'hui on a la facilité de porter haut et fort, donc hors cadre d'échange,
de cette communauté-là, de porter cette réforme pour que tout le monde puisse entendre cette proposition, c'est qu'on avait la possibilité à un moment donné de lancer un signal fort à Condé pour dire attention, là où tu vas, c'est pas bon pour ton peuple, c'est pas bon pour toi-même et c'est pas bon pour la région ouest africaine. Parce que lorsqu'il y a crise dans un État, il n'y a pas que cet État qui soit mis à mal. Ça entache forcément les pays environnants. Ça entache la cohabitation pacifique. Ça entache un certain nombre ça entache les piliers même de l'équilibre en Afrique. Donc je pense, et encore une fois c'est mon avis, que cette réforme, elle n'est pas la bienvenue. Les tests en l'état, commençons déjà par les respecter. Vous insistez là-dessus. Oui, alors commençons par les respecter dans leur ensemble au Bénin. C'est pourquoi je précise dans leur ensemble au Bénin, pour dire que le Bénin n'est peut-être pas forcément mauvais élève sur tous les plans, mais il y a des aspects sur lesquels le Bénin reste. Le Bénin veut rester modèle. C'est pourquoi on est là. Parfois, les dirigeants ne voient pas tout à ce qu'il paraît. C'est malheureusement après la descente du fauteuil qu'ils dévoilent qu'ils ont été tenus. Alors, Madame Huito, citoyen du monde que vous êtes, qu'est-ce que le Bénin pourrait déjà commencer par faire pour respecter ce que vous appelez l'existant? Respecter l'existant, c'est d'abord respecter les tests au niveau interne. Puisque c'est dans ces tests internes que nous avons puisé et nous avons estimé qu'il y a des dispositions qui nous sont communes. Et c'est tout ceci que nous avons mis ensemble dans l'espace communautaire. L'appel, vous pourriez le faire sur quel test, par exemple? Déjà, commençons par respecter la Constitution dans toutes ses lettres. Ensuite, c'est de veiller à ce que plus aucun compartiment dans la société ne soit lésé pour des considérations politiques. Je précise, pour des considérations politiques. Je suis d'accord qu'on ne puisse contenter tout le monde et qu'on ne puisse faire l'unanimité. OK? Mais il y a un minimum sur lequel, quel que soit le camp d'où on est, on s'accorde pour dire que c'est ce que nous avons en partage. Au-delà de nos divergences, de nos différences, il y a quand même des éléments sur lesquels nous sommes d'accord. Il y a consensus de ce que si on marche comme ça, on pourrait avoir accalmie, on pourrait avoir cette paix-là, on pourrait pérenniser cette paix-là que nous avons toujours chérie, mais qui malheureusement, à un moment donné, s'est vue malmenée. Donc, commencez déjà par respecter les tests, mais on ne le dira jamais assez. Le protocole ne s'attarde pas seulement sur les questions politiques. Le protocole fait un clin d'œil, par ailleurs, à la participation citoyenne de tous et de toutes dans nos États. Le protocole fait un clin d'œil au consensus. Le protocole fait un clin d'œil au respect des droits et libertés fondamentaux. Toutes choses dont l'absence peut engendrer des crises. Donc, si on en arrive à des putsch, ce n'est pas seulement parce que sur des considérations politiques, les gens n'ont pas pu s'entendre. C'est simplement parce que ajouté à ces crises politiques internes, il y a que les populations n'ont pas le mieux-être. Et lorsque les deux se mélangent, la crise va s'enraciner. Et malheureusement, nous allons toujours assister à ce que nous observons ces dernières années. Le Bénin en marche pour rayonner telle une étoile, pas filante, mais permanente. Monsieur Loge Attadé, des efforts se font, mais que faut-il pas faire? On revient sur certains maillots que prône déjà le pacte existant, la participation de tous. On sait qu'avec les efforts qui ont été faits, la réforme du système partisan, malheureusement, le Bénin n'a pas réussi à organiser ses législatives sans anicroche. Les communales, quelques grincements dedans. La présidentielle, on a compté ce qu'on a compté, on ne reviendra pas faire l'histoire. Et aujourd'hui, la douleur est toujours là. Et bientôt, 2023 n'est pas si loin. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire dans ce sens-là? Bon, je crois qu'il faut avouer que je partage une bonne partie des réflexions de Mme Huito, mais je ne suis pas de son avis quand elle dit que nous ne sommes pas un modèle.
le Bénin reste et demeure un modèle. En fait... Il est toujours reproché au Bénin qu'on pourrait mieux faire. Et le chef de l'État a effectivement dit, mais malheureusement, à l'arrivée, on n'a pas le résultat. C'est ça aussi qui fait dire aux gens que est-ce que les politiques ne jouent pas trop un peu avec les nerfs des populations? Le chef de l'État a dit que si ça ne tient qu'à lui, on n'aura pas eu des formations d'une seule coloration aller à une élection. Mais malheureusement, on en est là avec une assemblée dont vous connaissez la coloration. Beaucoup s'y attendent encore. Oui, je crois qu'en fait, il faut avouer que nulle part, il n'y a pas de réforme sans remous. Donc, la population peine, surtout que c'est des réformes fortes, des réformes impopulaires qui doivent permettre d'aller loin. Alors, il faut avouer que... Est-ce que le Bénin est loin aujourd'hui? Oui, le Bénin est sur les rails. Le Bénin fait de petits pas dans le bon sens. Il y a des signaux qui rassurent, en fait. En dépit de quelques crises et de quelques petits problèmes qui sont parfaitement gérables. Donc, il ne faut pas que nous grossissions, en fait, les éléments qui ne sont pas de nature à handicaper la question du consensus pour la modification de la loi fondamentale au Bénin. Vous entendez ces politiques dire que ça a été fait par un petit camp, nuitamment, on n'a pas été associé et ces problèmes semblent n'avoir pas été résolus. Non, je crois que le consensus est indispensable parce que ça permet de mutualiser les intelligences. On n'est pas intelligents seuls. Bon, maintenant au Bénin, il faut avouer que les acteurs politiques font du dilatoire. Vraiment. Ils font du dilatoire. Et c'est pourquoi au-delà des partis, il faut voir la patrie. Il faut faire en sorte que nous puissions aimer notre Bénin. Et si vraiment nous aimons notre Bénin, nous n'allons pas jouer les jeux machiavéliques, les jeux de couloir. La question de prisonniers politiques, d'exilés politiques, d'après vous, le chef de l'État devra-t-il s'y attarder? Je crois que c'est de nos événements, comme on dit. Non, dans les pays d'expérience où, en fait, la démocratie est en cours, il faut avouer que nous sommes une jeune démocratie et c'est normal que nous apprenions à respecter les tests que nous sommes donnés. Vous avez vu que des gens ont fait des déclarations urbi et orbi, qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Ils ont fait des menaces. J'ai vu même jusqu'à Paris une dame qui fut ministre de l'Agriculture, que j'aimais bien suivre à la télé parce qu'elle est si charmante, mais qui a dit qu'il faut lever des fonds pour financer la rébellion à Tchaoulou et autres. Bon, alors quand on fait des déclarations de ce genre, il est normal que vous soyez interpellés. Apprenons à répondre de nos actes. Autant il est facile que chacun se prononce sur des sujets d'actualité ou des sujets politiques ou des sujets qui touchent à la vie nationale. Il faut que nous soyons aussi en capacité de répondre de nos actes quand ces actes enfreignent en fait aux tests que nous sommes donnés. Bon, ce que je veux en fait... Tout en faisant la part des choses, oui. Est-ce qu'il y a des prisonniers politiques au Bénin, des exilés politiques? Oui, mais dans tous les pays, il y a des prisonniers politiques. Dans tous les pays. Alors, il y a eu des citoyens... Les appels de ces citoyens a appelé à leur libération et au retour des exilés politiques. Vous en dites quoi? Je crois qu'il y a une instruction qui est en cours. Il faut laisser la justice faire son travail. Et puis, il y a aussi la possibilité que le chef d'État gracie. Donc, le chef d'État est en train de faire de petits pas. Je crois qu'il y a encore quelques jours ou quelques semaines, il a gracié 203 personnes. Bon, on a estimé que c'est des frettins. Pas de prisonniers politiques. Oui, non, on a estimé que c'est des frettins. Bon, parce qu'il y a de gros morceaux qu'il faut libérer. Parce que celui-là incarne certaines aura. Bon, tant mieux. Je crois que, moi j'estime que dans un pays démocratique que nous voulons bâtir dans la durabilité, il faut que nous apprenions à répondre de nos actes. Ce que le président Talon fait aujourd'hui, ce n'est pas pour Talon, c'est pas pour le président Talon. Il faut qu'au-delà des hommes, que le pays tienne. Alors, vous concluez en disant le Bénin sur la bonne raille démocratiquement? Nous, je crois que le Bénin est en train de donner des signaux forts et nous incarnons la réforme. Les réformes, en fait, sont courageusement mises en œuvre et il faut avouer que ces réformes doivent pouvoir impacter aussi bien les États africains que le monde entier. Le Bénin doit être une école et un modèle à célébrer. Oui, Madame Huito, le Bénin, dans les années à venir, face à ces crises qui retiennent tout le monde en alerte? Le pays peut mieux faire. Il peut mieux faire s'il mutualise les efforts, s'il mutualise les intelligences, si les gouvernants aient l'humilité de composer avec toutes les composantes de la nation. Parce que chacun peut apporter une contribution. Chacun peut apporter une contribution. Ce sera ce mot, mesdames, messieurs, que nous avons vous faussé compagnie. Ce fut un plaisir renouvelé de vous avoir eu avec nous, monsieur Lojatade.
Vous aussi, Madame Miguel Cueto, merci pour la disponibilité. Vous qui vous posez toujours des questions, on ne cesse de vous le dire, ce plateau est le vôtre, c'est quand vous le voulez. Nul ne sera de trop pour bâtir le Bénin. Je vous fausse compagnie sur cette citation de Pythagore, qui parle, sème, mais qui écoute, récolte. Prenez soin de vous et à très bientôt. If they want to get you